Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis Hilda Curti. À moi, la lourde tâche et la grande honneur de dialoguer avec Carlos Moreno qui est ici à côté de moi. Nous allons parler français. Cela va nous permettre d'être plus directs. Mais comme vous le savez bien, nous avons prévu la traduction simultanée. Et le professeur Moreno, il comprend très bien l'italien quand il s'agit de questions et d'interactions. On parle français, Carlos. Merci. Parce qu'on a commencé pendant le petit déjeuner à parler français ensemble et on va continuer. Et alors, moi je disais que j'avais l'honneur de dialoguer avec toi, avec vous, avec toi, je te tutoie, sur le paradigme de la ville de 15 minutes, qui en fait est arrivé, comme on sait, chez nous, en Italie, pendant la pandémie, pendant la période du lockdown, quand on était renserrés dans notre maison et on cherchait dans la ville, dans les quartiers, dans la proximité, d'avoir des réponses matérielles, c'est-à-dire les courses, l'éducation, les choses matérielles, mais aussi on était en train de chercher des réseaux immatériels de proximité, qui c'était la relation avec les autres. Alors, moi, j'ai l'impression, et c'est la première question que je pose à Carlo Moreno, j'ai l'impression que quand on est arrivé, le concept de ville de 15 minutes est arrivé, on a un peu banalisé l'idée de l'organisation de la ville, comme pendant les mois de lockdown, on avait la ville de 15 minutes et de l'autre côté, on avait des architectes qui nous disaient que la ville était finie et que c'était le moment d'aller vivre dans les villages, parce que c'était les villages, la nouvelle frontière de la qualité de la vie. Et les deux, c'est-à-dire la ville de 15 minutes et on va vivre dans le village, c'était un peu la banalisation d'un discours et d'un débat qui, au contraire, est très sérieuse, parce qu'en fait, on ne peut pas parler de la ville de 15 minutes si on ne parle pas des complexités. Et alors, les premiers chapitres de ton livre sont dédiés à la complexité et à la conceptualisation de la complexité qui Edgar Morin a fait, qui nous a appris qu'est-ce que c'est la complexité. À toi. Alors, il faut avoir un pensée complexe pour penser à la ville de 15 minutes. Eh bien, tout d'abord, merci à la Politecnico de Torino pour cette invitation. Je suis très, très honoré d'être à Turin, donc à Torino, pour la dernière journée de cette biennale. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Je disais tout à l'heure à Hilda, lors de notre déjeuner, que quand j'ai eu 20 ans, je suis venu en France en tant que réfugié, puisque j'ai fait partie de la population mondiale qu'on appelle réfugié. Et j'avais pas de passeport, j'étais apatride. J'avais un titre de voyage qui me permettait de passer les frontières. Et mon premier voyage, c'était un stop de Paris. Je voulais aller à Nova City, et à côté de Brindisi. Et en passant la frontière italienne, j'ai trouvé un couple, donc très jeune, avec un bébé, qui m'ont pris à la frontière, qui m'ont emmené jusqu'à Turin, et je suis resté une semaine avec eux. C'était assez extraordinaire, et je voulais remercier à ces couples qui m'ont pris il y a 44 ans, un stop, qui m'ont gardé chez eux une semaine, m'ont donné à manger tous les jours, m'ont fait visiter jusqu'au bout d'une semaine où ils m'ont porté un peu loin de Turin pour que je puisse continuer en stop jusqu'à la région de Brindisi et Bari. Donc, je voudrais ici
remercier, c'est anonyme, 2 personnes qui m'ont fait aimer l'Italie, puisque j'ai passé pas mal de temps en Italie. Je suis revenu par la suite énormément de temps. Je comprends parfaitement l'italien. Je le parle quand j'ai un limoncello de trop. Voilà. Mais voilà. Donc je ne voulais pas commencer sans rendre hommage à l'hospitalité de ces jeunes couples qui a contribué à me faire aimer cette région, les Piémonte, et ensuite j'ai découvert l'Italie avec toute la beauté. Je suis un grand amant d'Italie. Je viens très 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 souvent en Italie, au point que je suis le président du comité scientifique de l'ordre des architectes, urbanistes, paysagistes et conservateurs italiens. Voilà. Donc, une fois que j'ai dit ça, et mon bonheur d'être ici avec vous dans un lieu d'enseignement. Donc, je pense que tout le monde sait aussi l'attachement que j'ai pour la jeunesse, pour continuer à transmettre. Et ce que dit Hilda dans l'introduction, dans la première partie, en fait, au premier chapitre de mon livre, je cite longuement Edgar Morin avec un texte qu'il m'a donné pour mon livre. Et la pensée complexe, il faut la retrouver en latin, parce que c'est quand même une langue qui nous a tous structurés. Et complexité, c'est complexus en latin, qui signifie tisser ensemble. Et tisser ensemble, c'est au cœur de ma réflexion sur les villes, c'est au cœur de ma pratique dans les villes. Bien sûr, c'est au cœur de mes livres, et donc en particulier celui-ci que Ad Editore m'a fait l'honneur de traduire en langue italienne. Et ça signifie que le tout est plus grand que la somme des parties. Ça veut dire que personne individuellement est capable de assumer un défi quel qu'il soit, parce que la solution à nos problèmes ne peut venir que de nos interconnexions, de nos relations, de la manière comme nous sommes capables de traiter les interdépendances, les interactions. Et la ville et les systèmes artificiels le plus ancien, les plus importants jamais créés par les humains. Et les villes, aujourd'hui, la première ville, je l'ai dit dans mon livre, ça remonte à 5000 ans, donc en Mésopotamie. Et ça a été toujours relié à l'eau. Ur en particulier, mais j'ai dit toutes les 12 premières villes. Donc ça fait 5000 ans que nous vivons dans des villes. Mais personne peut dire, quand on parle d'une ville, qu'un élément est plus important que l'autre. Une ville, c'est d'abord des hommes et des femmes qui partagent un lieu. Mais une ville, c'est des ressources de toutes sortes. L'eau, l'air, la végétation, le sol. Et les infrastructures qui ont été conçues au fur des années pour vivre mieux. Mais j'ai dit dans mon livre, quand j'étais Marossi, quand je rends hommage donc, à Aristote, quand il développe cette idée de polis en grec, qui signifie les règles communes que nous avons pour gérer notre convivialité. Et donc, la République des choses, qui se retrouve autour de ce terme polis, et qui devient en latin la ville, la città, et surtout un défi pour nous au XXIe siècle. Donc, nos villes ont connu un développement extrêmement accéléré au XXe siècle, en particulier après l'émergence de la voiture et la création de la voiture. Donc, les voitures sont devenues un objet de la fin du 19e, mais elles ont été massifiées début du 20e, quand M. Henry Ford a sorti les voitures à la chaîne, la production à la chaîne. Et les villes ont été façonnées depuis les débuts du XXe siècle par des infrastructures qui ont été liées au développement de la voiture, au développement des énergies fossiles, donc le pétrole, et à la création de tous ces tours qui sont devenus les lieux pour aller travailler. La ville a pris un désir masculin, qui était le désir masculin d'aller travailler dans ces tours, les skyscrapers, et dans lesquels on allait en voiture. Les femmes restaient à la maison s'occuper des enfants. Et le design urbain, depuis les débuts du XXe siècle,
il s'est masculinisé avec une notion du travail, de la productivité qui a engendré la consommation. Et donc, Hilda, juste pour ne pas être long, la complexité est un exercice extrêmement exigeant parce qu'il faut réfléchir à la ville dans ses différentes interdépendances et comprendre que l'interdépendance majeure que nous avons dans la ville, c'est qu'est-ce que nous ferons de la ville, quels sont les usages de la ville. Vous avez de la chance parce que vous êtes italien et vous avez une culture extrêmement profonde de réflexion sur les villes et les territoires. Le Tempo della Città, c'est en Italie, et Italo Calvino, il était italien, il a écrit La ville invisible, Città Invisibile, et il nous rappelle, Italo Calvino, qu'une ville, ce n'est pas un lieu. Italo Calvino il nous dit, et je cite cette phrase très souvent, une ville, ce ne sont pas les 7 ou 77 merveilles qu'elle possède. Une ville est avant tout la réponse qu'elle peut donner à 2 ou 3 questions que nous pouvons avoir. Et je trouve que c'est la plus belle définition de la complexité dans une ville, ramenée à l'humain. C'est-à-dire l'usage que la ville nous donne pour chacun de nous dans notre situation. Et cette pensée complexe, elle est aujourd'hui le cœur de tout ce qui se découle avec la ville des quarts d'heure, le territoire de la demi-heure, la proximité heureuse. Eh bien, merci. Il y a vraiment beaucoup de suggestions. Et en fait, en partant de ça, c'est très intéressant ta réflexion sur le fait que la ville, c'est un organisme vivant. Un organisme vivant qui a un métabolisme. Le mot métabolisme, c'est très intéressant. Moi, qui je m'occupe depuis des années de régénération urbaine, vraiment, je pense que le mot régénération doit être aboli parce qu'en fait, ça veut dire rien. C'est-à-dire, c'est un terme ambigus parce que ça dépend de qui utilise le terme régénération. Maintenant, tout le monde fait régénération. Aussi, les mauvaises constructeurs font de la régénération. Et alors, m'intéresse parler de remétabolisation de la ville, que je crois que c'est plus adapté au fait que la ville, c'est un organisme complexe qui a besoin, probablement, pour sa transformation, pas seulement d'avoir des techniques, c'est-à-dire en pensée technique, mais surtout en pensée en logos, en pensée une vision humanistique de transformation. Moi, que je suis une philosophe, c'est-à-dire j'ai un degré en philosophie, je suis très contente d'une dérive humanistique, mais je pense que c'est ça la force de ta proposition dans l'idée de la ville en 15 minutes. Tu dis, la ville vivante est un organisme complexe et il faut et la notion de ville vivante est liée à l'idée du métabolisme urbain. Ça, je crois que c'est un concept très intéressant. Oui, Hilda, c'est tout à fait ça. Je l'ai dit et je le pratique. La ville vivante, la ville comme un organisme humain, et je suis dans cette pensée qui est au-delà de comprendre les interactions qui existent entre les sous-systèmes qui conforment la ville, de repenser la ville par les usages, il faut penser la ville effectivement dans son métabolisme. Le métabolisme urbain a des particularités qui sont la présence en permanence de flux. Et des flux qui changent dans un environnement que lui-même il change. Je vais expliquer avec un exemple cette notion de métabolisme et d'adaptation, puisque effectivement la régénération, comme tu l'as très bien dit, elle peut être comme dirait Ésope, la meilleure cuisinier prépare de la langue et le mauvais cuisinier prépare de la langue aussi, parce qu'avec elle, on peut faire les meilleurs et les pires. Voilà.
Donc, appliqué à la ville, qui aurait pu imaginer et qu'aujourd'hui, le 20 avril ou 21 avril, je crois, la COP21 a eu lieu à Dubaï en novembre en 2023. Il vient de se passer combien de mois? Peut-être 5 mois. À la COP21, il y avait, comme chaque COP, les pays qui venaient parler de la question climatique et regarder comment les accords peuvent évoluer pour réduire l'empreinte carbone, ce qui a été un échec. La COP21 à Paris en 2015 devait, à la signature, réduire les émissions de CO2 et en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Pour la première fois, à Dubaï, les villes étaient représentées pour venir parler également du climat. Puisque la problématique climatique, on la vit au travers des villes. Les villes, ce sont les meilleurs producteurs de CO2. C'est elles qui consomment le plus d'énergie. C'est elles qui produisent aujourd'hui l'essentiel de la richesse. C'est là aussi où on engendre la pauvreté. Mais cette notion de ville vivante, on la retrouve dans les villes parce que la ville a directement les impacts des changements climatiques, de la création des richesses avec ces inégalités qu'on appelle la pauvreté. Et la ville souffre aussi des impacts des inégalités sociales. On trouve les impacts du populisme, de la pédagogie, du racisme. C'est dans les villes où on les retrouve. Et donc, cette notion de ville vivante signifie qu'il y a des interactions en permanence dans un environnement qui se transforme. Et quand on ne réfléchit pas à cette capacité d'adaptation, quand on ne voit pas la ville comme un organisme vivant, quand on ne voit pas la ville comme un métabolisme, on est incapable de se donner une projection vers le futur de comment on va s'adapter. Charles Darwin, il disait que l'intelligence des humains, et l'intelligence en général plutôt, est notre capacité à nous adapter. C'est ça la vraie intelligence. Et donc vous prenez Dubaï, qui accueille la COP28, qui est le summum des discussions climatiques. Pour la première fois, les villes ont la parole. 4 mois après, la semaine dernière, il est tombé à Dubaï en 24 heures l'équivalent de 2 années de pluie. Dubaï, aujourd'hui, est inondé totalement. C'est une catastrophe. L'eau est toujours là. Pourquoi? Parce qu'à Dubaï, il n'y a pas de canalisation. Parce que c'est dans le désert. Donc, on a considéré qu'il n'allait jamais pleuvoir là-bas. Et donc, on a construit à Dubaï des bâtiments qui font 300 mètres, 500 mètres. Maintenant, il y a une course pour arriver à 1 kilomètre des bâtiments. Mais il n'y a pas de canalisation. Donc, l'eau, quand il tombe, elle ne peut pas s'en aller parce qu'il n'y a rien. Donc vous voyez que l'intelligence de dire je vais faire un bâtiment d'1 kilomètre qui va résister au tremblement de terre devient de la bêtise quand on n'a pas compris que les changements climatiques touchent riches et pauvres. Dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud, à l'Est comme à l'Ouest. Et que donc une ville qui n'a pas la capacité de s'adapter par rapport à un métabolisme qui est le métabolisme de flux, et pour lequel la pluie qui tombe dérègle totalement la vie, eh ben, elle est incapable de pouvoir gérer donc, ce type d'événements qui seront de plus en plus souvent. Mais qui sait ici que pendant la COP 28 à Dubaï, il a été présenté Dubaï, ville des 20 minutes. Il y a un plan stratégique que vous pouvez consulter qui s'appelle le Master Plan Dubaï 20 Minute City pour 2040. Et je disais aux autorités, je dis mais commencez par faire des canalisations. Commencez par vous interroger qu'est-ce qui va se passer avec l'eau, qu'est-ce qui va se passer avec la végétation, qu'est-ce qui va se passer avec la nature. Le métabolisme des villes, en fait, Hilda, c'est ça. Et quand vous faites la liste des villes qui vous disent « Ah oui, mais moi j'ai effectivement le métabolisme, je suis d'accord. » Mais quand on va les interroger à dire « Où est l'eau ?
Où est l'énergie? Où est la végétalisation? Où sont les particules fines qui vont attaquer les poumons, les foies, les cerveaux? Pourquoi vous continuez à donner la priorité aux voitures qui génèrent ça? Et donc tout le monde dit ah oui, parce que c'est le progrès, parce que c'est la modernité. Vous voyez, donc il y a une contradiction entre vouloir dire la ville est un organisme vivant et là un métabolisme, et ignorer la pratique des métabolismes qui en fait est de gérer toutes ces nouvelles relations parce qu'elles sont liées les unes aux autres. Et donc, actuellement, je donne l'exemple de Dubaï parce que ça vient de se produire, parce qu'ils sont accueillis la COP 28. Mais je peux donner l'exemple des plans des villes tout près de nous, juste à côté, Barcelone. On est à 2 heures peut-être des vols ici. Bah, à Barcelone, il n'y a plus d'eau. Voilà. À Barcelone, ils doivent importer de l'eau. Il vient de lancer la semaine dernière un projet qui est d'installer un bateau-usine pour prendre l'eau de la mer et la dessaler et ensuite l'importer. Voilà. Mais on est face à des problèmes structurels de ce qu'on appelle les fluides essentiels pour la ville, parce qu'on n'a pas pensé cette ville dans cette voie systémique. Donc c'est ça la réflexion aujourd'hui. Et qu'en Italie, on doit prendre en compte aussi quand on discute. Donc, ce n'est pas une question d'être ou pas d'accord pour baisser la vitesse à 30 km/h ou de péatonaliser. C'est la question, est-ce que dans 30 ans, en 2050, nous serons capables d'avoir encore des villes dans lesquelles on puisse habiter de manière adaptée au changement que l'homme même est en train de créer. Et c'est ça la vraie interrogation. Et ça place la discussion à un autre niveau que dire on veut nous interdire d'être en voiture et être en voiture avec moi dedans tout seul, c'est mon droit individuel et tous ceux qui veulent me l'enlever, ce sont des liberticides. Et là, vraiment, on n'est pas dans cette vision d'une ville qui s'adapte au changement. Oui, c'est une perspective très intéressante, mais je te pose une autre question. C'est-à-dire, nous, les contemporains, on a sur les épaules des villes, des villes obsolètes. C'est-à-dire, les villes contemporaines sont des villes obsolètes, sont les villes que le dernier siècle nous a laissées sur les épaules. Et ça veut dire aussi pour des administrateurs publics, moi j'étais, comme tu sais, administratrice publique de la ville de Turin, tu dois quand même faire face au fait que tu as des structures vétustes, obsolètes, sont des bombes écologiques les villes, surtout les villes industrielles comme Turin, comme des autres villes où on a bâti, c'est-à-dire l'économie, l'industrie, la manufacture, pendant le dernier siècle, a utilisé les ressources de la ville, les fleuves, le terrain, etc. Et nous, on a sur les épaules des milliers de mètres cubes de vide inutilisable, où il faut avoir vraiment des visions courageuses et à très longtemps pour comprendre la transformation. Et normalement, les administrateurs publics n'ont pas la vision et n'ont pas le temps de penser à long terme. Mais c'est ça la question, je crois, c'est ça le défi. Parce que c'est vrai que c'est un métabolisme, mais c'est un corps vivant, mais malade. Et je pense aussi que le Covid nous a démontré que on vit dans des territoires malades. La maladie, c'est pas seulement des individus, des humains, mais aussi des territoires où on habite. C'est très profond. J'espère que, surtout les jeunes, vous avez capté vraiment l'essence profonde de la question que pose Hilda, qui est une vraie... C'est une vraie réflexion de fond, la maladie des villes. Je te remercie, Hilda, de mettre les doigts sur ce qui parfois plaît pas trop à mes amis, souvent maires des villes ici ou là, quand on dit, voilà, j'ai fait beaucoup d'efforts pour transformer la ville. Mais ce qu'Hilda vient de dire reflète cette situation d'un paradigme qui a changé.
effectivement, quand on regarde les villes au XXe siècle, au XIXe, XXe, avec l'industrialisation, tout ce que tu viens d'évoquer, y compris dans les villes italiennes, l'industrialisation, la manière de travailler, la désindustrialisation qui s'est en suivi, la délocalisation, le offshore, et qui a fait que les villes deviennent des lieux déshumanisés où les emplois sont partis, mais les infrastructures sont restées. On appelle ça en français les friches, qui sont devenues vides, avec des ouvriers qu'on a fait venir des pays où on avait une influence coloniale et qui sont restés ici, qui sont devenus maintenant la troisième génération. Exactement. Exactement, c'est ça. Viens me dire ça si tu es un homme. Voilà. Et qui reflète effectivement la maladie de nos villes, puisqu'en Europe, nous sommes traversés un peu partout par cette dynamique qui s'est établie sans qu'on anticipe. Effectivement, et le Covid a bien montré que nos villes étaient malades, non pas seulement parce qu'il y avait un virus nanométrique qui s'est déplacé, le Covid, il fait 120 nanomètres. Donc, sur un cheveu, voilà, ça représente même pas une millième partie. Et il a réussi à paralyser complètement toutes nos villes et à paralyser la planète entière. Donc, quand on réfléchit sur la manière comme nos villes sont malades, ça renforce ce que j'ai dit dans mon livre, de repenser la ville. Je dis souvent qu'il ne suffit pas de repenser la ville par uniquement le climat ou uniquement ce qu'on peut appeler l'écologie, mais j'ai dit qu'il faut repenser l'écologie autrement. C'est-à-dire que si on reprend les racines grecques du mot écologie, donc on va retrouver les mots que tu as dit tout à l'heure, le logos, la connaissance, et oikos. Oikos, c'est pas les petits oiseaux, c'est pas les végétaux, c'est la maison. Voilà. Et je l'ai dit dans mon livre, donc l'écologie, c'est la connaissance de la maison. Oikos et logos. Et ça veut dire qu'on doit avoir donc cette vision transverse dans laquelle l'écologie, c'est plus que l'environnement. D'ailleurs, en français, il y a un mot différent. D'ailleurs, ça s'appelle la mésologie. Donc, méso étant la partie intermédiaire, qui est l'environnement. Quand on parle aujourd'hui de ces villes dans lesquelles nous vivons, il s'agit de comprendre ces transformations qui ont passé d'un site à l'autre, tout en voulant vivre comme on a vécu dans les siècles où ça s'est produit. Donc, quand on a eu ces villes avec les usines, avec les ouvriers qui étaient dedans, avec la production, et ensuite, quand il s'est produit la phénoménologie, ce qu'on appelle la globalisation, le offshore, et que nous avons accepté que la Chine devienne l'usine du monde. Nous avons accepté que Taïwan et la Corée du Sud deviennent l'usine des semi-conducteurs du monde, que l'Inde, Bangalore, devienne l'usine des codages des algorithmes du monde, le Maghreb, l'usine des textiles du monde, et après l'usine des call centers. Donc nos villes, notamment en Europe, elles se sont déshumanisées. On a donc énormément d'usines qui ne produisent plus, qui sont vides. Mais nous avions créé ces usines, nous avions créé des logements autour, qu'on appelait les logements sociaux, mais qui étaient des cages à lapins pour des ouvriers. Mais les usines sont parties, les cages à lapins sont restées. Les conflits sociaux, les chômages est venu. Une deuxième, troisième génération est issue, mais sans tout à fait bien gérer les racines. Donc, la notion de cette ville vivante, en fait, elle est venue se perdre. Et nous avons perdu la bataille culturelle de la transformation de la ville. Ce qui fait que nos villes sont devenues des lieux avec beaucoup de tensions sociales. Et on voit les résultats aujourd'hui, en Europe notamment, avec la peur qui s'est installée, avec les rejets de l'autre, avec cette espèce de violence physique ou verbale, la montée des extrêmes qui n'épargne aujourd'hui aucun pays. En quelque sorte, je dirais, Hilda, que nous avions perdu pendant longtemps. Gramsci, qui j'adore, que donc en tant qu'Italien, penseur, philosophe, a fait des apports qui sont encore vivants. Il disait que la bataille la plus importante à mener, c'était la bataille culturelle. Et donc, effectivement, nous avons
laisser passer cette bataille culturelle, puisque le productivisme, le consumérisme a gagné les villes, mais avec une très forte ségrégation. Nous avons accepté finalement que depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, dans la course au productivisme et à la consommation, nous avons accepté finalement la déshumanisation de nos villes, sa segmentation, sa ségrégation. Et j'ai dit souvent à mes étudiants, faisons un exercice, prenons ce qu'on fait tous les jours, mettons une couleur, et après vous me dites où se trouve la couleur des villes. Et en fait, les couleurs des villes sont localisées à des endroits qui sont très séparés les uns des autres, parce que nous avons accepté de vivre donc dans des villes très zonifiées, très segmentées, les lieux où on travaille. Et après les usines, c'est venu le corporate business district, donc les quartiers d'affaires, les quartiers administratifs, les lieux culturels, les quartiers des gens aisés, les quartiers populaires, les quartiers d'immigration, les zones administratives. Donc nous avons accepté que la normalité était la ville zonifiée, que la normalité était les longues distances pour rejoindre un point à l'autre, de mon maison à mon lieu de travail, que la normalité était perdre mon temps, était perdre ma vie pour la gagner déjà, et perdre mon temps dans des grands déplacements, et que la vie des quartiers, la normalité était qu'il n'y ait plus de quartier, qu'il n'y a plus de gens autour, que je ne connaisse plus mes voisins, que je ne connaisse plus les gens qui habitent autour de moi, qu'il n'y ait plus de commerce, qu'il n'y a plus de restaurants, qu'il n'y a plus de bars, qu'il n'y a plus d'écoles, qu'il n'y a plus d'activités qui relient les uns aux autres, que les espaces publics ne soient plus des lieux dans lesquels les gens se rencontrent, mais que ça devienne des lieux dans lesquels on a peur, etc. Et c'est ça qui m'a mené à la réflexion sur la ville des quarts d'heure pour se dire, en fait, nous sommes en train de perdre la bataille culturelle de ce qui est la ville vivante, et il faut reprendre ce combat pour aller vers ce que tu appelles effectivement la maladie des villes, qui serait le très beau titre d'un livre, effectivement, la maladie des villes, puisque nos villes sont effectivement malades de la déshumanisation. Et c'est ça que je veux mettre en exergue. Et c'est là j'ai cet esprit gramscien de dire il faut regagner la bataille culturelle. Mais contre qui on lutte? On lutte d'une part contre les intérêts économiques qui sont les intérêts des promoteurs et développeurs de villes, à qui ça a été les modèles économiques pendant 70 ans, de construire toujours plus loin et toujours des lieux monofonctionnels, les grands quartiers d'affaires, les quartiers pour les personnes à des faibles ressources très loin de la ville, qui ont accepté également de construire des très beaux lieux qu'on appelle des centres commerciaux, qui sont des temples de la consommation, dans lesquels c'est plutôt les niveaux par le bas, et qui a tué le commerce des centres-villes, et le lobby des automobiles et le lobby du pétrole qui s'est emparé des villes pour faire passer des routes pour aller plus vite, pour aller plus loin, et qui a fait des véhicules individuels un espèce de statut social, comme une espèce de Graal qu'il faut attendre, et plus grande soit la voiture, plus noire et plus vitres opaques, plus je suis important, et finalement on a perdu cette bataille de l'humanisation. Et aujourd'hui nous devons lutter contre des pouvoirs économiques importants à qui ça appartient la ville, et en même temps nous devons lutter contre nous-mêmes, puisque nous avons accepté cet état des faits, parce que nous-mêmes nous voulons avoir la voiture la plus belle, parce que nous-mêmes nous acceptons la déshumanisation qui s'est produite dans nos villes, et parce que quand on veut changer cette situation, quand on veut guérir ces villes qui sont malades, quand on veut les réparer, tout simplement, on vient nous dire « touche pas à ma voiture parce que c'est ma liberté individuelle la plus importante et si vous touchez à ma voiture, à ce moment-là, vous êtes Pol Pot ou vous êtes Staline et tout ce qui m'est arrivé depuis 1 an, quand j'ai dû même être sous surveillance policière, juste pour donner une conférence comme je suis en train de donner ici, parce qu'on m'a accusé effectivement de vouloir m'en prendre à la liberté individuelle et j'ai devenu effectivement une espèce de nouvelle figure, voilà. Et donc, c'est ça la bataille culturelle, comme dirait Gramsci, qu'il faut gagner aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis heureux que ce livre soit traduit en italien, qu'il soit traduit aujourd'hui dans 9 langues, et que ces chemins s'effacent avec vous, avec les jeunes, avec tous ceux
qui doivent prendre conscience, et Hilda, je pense que c'est l'essence de ce que nous voulons faire, prendre conscience que nos villes sont malades et que cette maladie des villes, dans sa polysémie, dans sa complexité, est notre propre maladie, et notre propre maladie mentale. Nous sommes mentalement dérangés parce que nous ne réfléchissons plus comme humains, nous réfléchissons comme des senteurs du XXIe siècle, je l'ai dit dans mon livre, mais les nouveaux senteurs du XXIe siècle, la moitié est humaine et l'autre moitié est une voiture. Et donc, il faut sortir de cette mentalité du senteur du XXIe siècle, accepter que nous avons une tête, un cœur, des mains et des pieds. Je l'ai emprunté à Patrick Gued, que je cite dans mon bouquin. Patrick Gued, donc, il est né en Écosse, il est mort à Montpellier. Il est le créateur, il a créé cette phrase « penser global, agir local ». C'est un des premiers écologistes modernes pour penser la ville. Et il disait « il nous faut la tête ». Il nous faut le cœur, il nous faut les mains. C'était la devise de Patrick Gued. Et j'y rajoute, il nous faut les pieds aussi. Juste pour avoir les pieds sur terre, pour sentir la ville, pour marcher dans la ville. Et c'est le début de la thérapie pour sortir des villes malades et aller vers des villes qui nous offrent non pas un réconfort, mais tout simplement dans laquelle on soit en harmonie avec elles pour qu'on puisse dire entre la ville et la ville, il y a moi. Je cite Augustin Berg, le grand Augustin Berg, qui a écrit l'Écoumène, qui signifie entre la terre et la terre, il y a moi, pour que la tête, le cœur, les mains, et je rajoute les pieds, soient le cœur de la dynamique, de la complexité de la ville. Bien, merci. On n'a malheureusement pas beaucoup de temps parce que j'aurais envie de rester ici une semaine. Mais quand même, seulement deux questions je te pose. Dès qu'on est arrivé ici en taxi avec Carlos, on est passé par les Torinois, ils connaissent la place piétonne di Piazzetta 4 Marzo, qui à l'heure du lunch ou du dîner est un énorme restaurant à ciel ouvert. Et alors la réflexion qu'on faisait ensemble, c'était bien. On a commencé à penser à l'espace public de la ville piétonne comme une conquête progressiste, c'est-à-dire on se reprend la ville publique, les espaces publics pour avoir des relations sociales plus intéressantes. Et en fait, surtout après le Covid et après la pandémie, en fait, on assiste un peu impotente à la commercialisation de l'espace public. C'est-à-dire, pourquoi on ne fait pas de l'éducation et pas dans les places? Pourquoi on n'a pas le sport? Pourquoi il n'y a pas... Pendant la pandémie, on a dérogué à beaucoup de règles. C'est-à-dire, beaucoup de règles, c'était complètement oublié, heureusement. Et maintenant, la liberté d'avoir rompu des règles, on l'a perdue. Et en fait, le risque de la ville piéton, de la ville, de l'espace public, est le risque d'avoir une ville, pas pour les citoyennes, mais pour les consommateurs. Et ça, c'est une question. Deuxième question, mais ça, bon, on aura le temps. Tu parles dans ton livre d'une nouvelle alliance entre territoires. Et ça, je pense que c'est une question très importante. Une nouvelle relation entre l'urbain et le rural, que c'est une question, je pense, très importante parce que la ville contemporaine a utilisé le rural, les territoires autour de la ville, mais la liaison et l'alliance, ça n'existe pas. Et la rage de ceux qui habitent hors de la ville, c'est une rage des exclus à la modernité. Effectivement, on en a deux thèmes qui peuvent donner chacun plusieurs heures de discussion.
Et Hilda, est vraiment, je te remercie, c'est vraiment une session où tu mets les doigts là où il le faut vraiment pour réfléchir en profondeur sur la pratique urbaine et les transformations de la ville. Je vais répondre brièvement, puisque malheureusement, effectivement, tu as signalé que le temps arrive à terme. Mais je vais répondre aux deux commentaires. C'est plus que des questions, c'est vraiment des affirmations et extrêmement en profondeur. Hilda a parfaitement raison. On le disait à table et en venant ici, on a vu comment l'espace public, après la pandémie, il a donné lieu à ce que tu appelles à juste titre la commercialisation de l'espace public, qui est essentiellement, moi je l'appelle la colonisation, par les restaurateurs voilà, qui se sont mis en place avec d'abord les terrasses et qui sont restés dans une bonne partie du monde. Et donc je disais à Hilda que la ville des quarts d'heure les concerne avec ce qu'on appelle la proximité heureuse et la proximité polycentrique heureuse. L'objectif principal est de rééquilibrer les villes qui sont très déséquilibrées. Souvent, dans ma ville à Paris, dans l'ouest on travaille, dans l'est on habite, dans le sud-ouest il y a des villas des personnes très riches, dans le nord-est il y a les quartiers populaires, voire les quartiers d'immigration, et dans le sud de la classe moyenne, dans le nord donc des classes populaires, bon, bref. Mais on prend n'importe quelle ville, on va retrouver ces mêmes déséquilibres. Donc la ville des quarts d'heure cherche à rééquilibrer la ville, cherche à que dans tous les lieux, on retrouve l'accessibilité à des fonctions sociales qu'on appelle, donc non pas uniquement l'habitat, mais également les services médicaux, de commerce, du travail, d'espaces publics, des activités sportives, des choix médicaux. On veut rééquilibrer la ville. Et Hilda a parfaitement raison, et je les vois dans mes études avec mes équipes autour du monde, parce que nous travaillons aussi dans des projets très concrets dans beaucoup de villes. L'espace public aujourd'hui, après le Covid, souffre par des mesures qu'on considère parfois progressistes, récupérer l'espace public, d'une colonisation par des tables et des chaises pour manger et boire. Et donc, avant il y avait des voitures, maintenant il y a des gens effectivement qui mangent et qui boivent, parfois jusqu'à très tard. Parfois, des restaurants très chers, donc il faut se les payer. Et quand on veut que ce soit pour des restaurants pas chers, on va trouver la malbouffe, comme on appelle, les McDo, les KFC, et tout simplement la bière dans des verres en plastique. Et on va boire jusqu'à 3 heures du matin, on va faire des bruits, etc. Le lendemain, c'est une vraie porcherie par terre. Je le vois très souvent. Et donc, effectivement, ça fait partie des maladies modernes de la ville post-Covid. Parce que l'espace public n'est pas rééquilibré. J'ai dit à Hilda, moi j'ai la chance de connaître une femme extraordinaire depuis 13 ans, qui s'appelle Anne Hidalgo, qui est la maire de Paris. Et Anne est une grande amie, comme beaucoup de monde le sait, et la maire de Paris. Et Anne a pris ces concepts pour la ville de Paris et en novembre 2019, avant la pandémie, qui est arrivée en 2020. Et quand Anne m'a dit, Carl, je vais prendre ton concept à la ville des quarts d'heure pour faire ma politique urbaine si je suis réélu, ça sera le cœur de ma campagne électorale et mon cœur de politique urbaine. Il m'a dit, tu sais, moi je veux faire de telle sorte que l'école soit la capitale de quartier. Et il a dit, il faut créer un lien entre l'intérieur de l'école et l'extérieur de l'école. Et les écoles sont fermées les week-ends. Et donc, dans mon livre, dans mon concept, il y a la chronotopie, un lieu, plusieurs usages, changer les rythmes de la ville et créer une nouvelle urbanité. La chronotopie, le chrono-urbanisme, la topophilie. Et il m'a dit, l'école, c'est le lieu parfait pour les trois, pour changer les rythmes, pour avoir plusieurs usages et pour créer une nouvelle culture urbaine. Et pour la première fois depuis Jules Ferry, donc depuis la moitié du 19e, Anne Hidalgo, la première mesure qu'elle a prise avec la ville des quarts d'heure, c'était ouvrir les écoles pendant le week-end. Donc, l'espace de l'intérieur de l'école, la cour, a été connecté à l'extérieur pour que les voisins puissent faire des activités de nature diverses et variées. Pas uniquement des barbecues et à picoler avec du vin rouge comme des trous, non.
des activités de nature diverses, culturelles, sportives, des jeux pour les enfants, des activités, des connaissances des cultures du monde. Et a annoncé également, on a 280 écoles à Paris, il y en a une école à peu près tous les 300-400 mètres. On a annoncé qu'on allait transformer la rue qui est devant les écoles, on allait la faire devenir piétonne, plus de voitures, et on allait recréer de la végétalisation, des jeux pour les enfants, des lieux pour tout simplement être là. Et donc on a connecté l'intérieur de l'école avec l'extérieur. Aujourd'hui, on a 200 rues pour les enfants. Et j'ai parlé tout à l'heure de l'individu qui dit « touchez pas à ma voiture parce que vous êtes des liberticides ». Cette mesure, aujourd'hui, 200 écoles après transformées, a 75% d'acceptabilité. Les enfants sont heureux et les enfants demandent aux parents, ils disent « papa, maman » ou « papa, peu importe, je vais aller à l'école ce week-end ». Mais ils vont à l'école, mais c'est pour jouer devant l'école, parce que c'est un lieu apaisé. C'est un lieu dans lequel on est tranquille. Et donc, c'est une vraie transformation, puisque l'espace public devient un lieu dans lequel on peut soigner les âmes. On peut pacifier. On peut apprendre aux enfants à être en tranquillité, à être en sécurité. Les enfants viennent à pied. Ça crée une connexion. S'il y a tous les 300-400 mètres une école, ça veut dire que tous les 300-400 mètres, on va avoir un mini-parc qui va faire 50 mètres, 60 mètres, 70 mètres. Donc on peut connecter les uns avec les autres, à pied ou en vélo, à fur et à mesure qu'on crée. Voilà. Et en plus, on peut régénérer, non pas la ville, mais on peut soigner la ville, pour reprendre ton expression, on peut soigner la ville, en mettant des activités culturelles. Donc on fait des festivals. On fait la nuit des idées, on fait la nuit blanche, on fait la nuit de la démocratie, on fait la nuit des débats, on fait la nuit des idées. On utilise le week-end et l'espace public pour faire des activités sportives. La place de la Concorde, qui est une des places les plus importantes, qui est un rond-point énorme pour des voitures, aujourd'hui, elle accueille énormément d'activités pour les Jeux Olympiques. On fait du skateboard, on fait du volleyball, on fait du basketball, etc. Pour les Jeux Olympiques, il va être piétonnisé à 100%. Et après les Jeux Olympiques, la moitié restera piétonne. Donc, l'espace public se transforme. La place des Trocadéro va accueillir un terrain de volleyball. Voilà. Donc, nous, on veut montrer que l'espace public, c'est pas uniquement un lieu pour manger et pour picoler jusqu'à 3 heures du matin et que ça devienne après une porcherie. Non, l'espace public doit être rééquilibré. Rééquilibré avec des activités culturelles, des activités sportives, pour avoir de la mixité sociale, de la mixité fonctionnelle. Au cœur de Paris, devant le Forum des Halles, que vous connaissez, l'église Saint-Eustache, nous avons créé un jardin ouvert, parce que la plupart des parcs, depuis les Banu Haussmann, ce sont des lieux fermés, donc il y a un horaire, ça ouvre à une certaine heure et ça ferme à une certaine heure. Devant le Forum des Halles, on a créé les jardins Ernest Mandela. Et Nelson Mandela. Et les jardins de Nelson Mandela. Voilà, je pensais à Che Guevara. C'est le jardin. Non, on n'a pas de jardin de Che Guevara. Ça, c'est. Moi, je serais pour, mais je pense que là, on se ferait taper sur les doigts, là. Bon, bref. Une fois, on a fait une exposition à l'Hôtel de Ville, en hommage à Che Guevara pour les J'ai plus qu'un anniversaire de sa mort. Ah, ça a été à la galère. Bon, bref, je ferme la parenthèse, c'était entre nous, hein, qui ne savent pas d'ici. Hein. Et donc, le jardin de Nelson Mandela, c'est un jardin ouvert. Et on a mis des parcours pour les jeunes, des parcours sportifs, des parcours, etc. Et tout le monde disait, ça va devenir un lieu pour les prostituées, pour les drogués. Non, c'est un lieu, je vous invite à venir. Les jardins de Nelson Mandela, c'est un vrai succès. Parce que les jeunes se sont appropriés de ces lieux et ils font de ces lieux un lieu qu'ils préservent, mais dans lequel il y a beaucoup d'activités. Voilà.
Donc, ça, c'est pour la première question. La deuxième question, oui, l'alliance des territoires, elle est indispensable. On ne peut pas accepter l'opposition, comme tu l'as dit, entre la ville et la ruralité, parce que nous irons vers des énormes tensions sociales et difficultés. Les Gilets jaunes en France, c'était l'opposition entre la ruralité et la métropole. Une mesure que moi-même j'approuve, la taxe carbone sur l'essence. Ça a traduit le fait que dans les villes, ça n'impacte pas parce qu'on n'a pas de voiture. Aujourd'hui, à Paris, il y a plus de gens qui se déplacent à vélo qu'en voiture. Il y a moins de 20% des Parisiens qui ont une voiture et l'utilisent que les week-ends. Donc, la taxe carbone, on s'en fout. Moi, ça fait 35 ans que je n'ai pas de voiture. Mais les gens qui habitent à 5 km de Paris, eux, ils ont une voiture. Et on trouve qui ? De plus en plus des femmes seules avec des enfants, avec des crises des familles, etc. Donc les femmes seules avec des enfants se sont retrouvées à avoir une taxe, mais ils travaillent avec 45 minutes en voiture après. C'est eux, c'est elles d'ailleurs. C'est un mouvement qu'il y a eu des figures féminines à leur tête. Et qui, à juste titre, disaient, mais là, non, c'est la triple peine. On habite loin, on n'a pas de service, maintenant on est seul, on se trouve avec des gosses, et en plus, on nous met la taxe qui va nous pénaliser. Donc oui, il faut recréer une nouvelle alliance. J'appelle ça les territoires de 30 minutes. Les territoires de 30 minutes, c'est recréer des nouvelles polarités, des nouvelles centralités pour que dans les territoires, on trouve des services qui viennent se mutualiser et qui permettent d'éviter ces longs déplacements. Mais il faut que la ville donne des prérogatives à ces territoires. Par exemple, nous, à Paris, on les fait. Toutes les écoles de Paris dont j'en ai parlé, parce que c'est la maire de Paris qui gère les écoles, toutes les écoles de Paris, les cuisines, c'est-à-dire les plats que les enfants viennent manger, l'essentiel des approvisionnements viennent de la ruralité. On a créé quelque chose qui s'appelle Agri-Paris, qui est une coopérative agricole destinée aux territoires qui sont autour de Paris, pour que leur marché soit la ville de Paris, pour leur donner des revenus et n'est pas passer par les intermédiaires. Parce que vous savez que dans les territoires, la production locale, elle n'est pas vendue directement aux consommateurs, elle passe par des intermédiaires, des distributeurs, et on va trouver ça après, les tomates et les laitues, etc., chez les grands centres commerciaux, sous plastique, etc. Et les prix auront augmenté, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut réinventer les business models qui lient la ville au territoire pour avoir donc des territoires qui soient plus apaisés et pour lesquels on leur donne une perspective qui ne soit pas 45 minutes ou 1 heure pour aller jusqu'à la métropole où on va travailler. Donc on part à 5 heures du matin pour éviter les bouchons et on rentre souvent très tard avec les bouchons, et donc le délitement familial, la violence intrafamiliale, l'alcoolisme vient parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et donc, souvent, c'est cette situation qui dégrade une qualité de vie. Et tous les 5 ans, on a une explosion sociale dont personne n'a compris pourquoi, jusqu'à la prochaine fois. Donc, cette alliance des territoires est indispensable. Je travaille beaucoup en Italie sur ce sujet. Demain, je serai à Verona, dans le cadre du comité scientifique que je préside, parce qu'on est en train de faire une étude spécifique pour l'Italie, comment cette alliance des territoires peut donner aux territoires, aux petites villes italiennes, parce qu'il y en a beaucoup, et une perspective qui soit beaucoup plus importante. Et c'est la meilleure manière de combattre le racisme, les démagogies, le populisme, puisque c'est souvent dans ces lieux-là où ça s'enracine d'une manière beaucoup plus forte. Et il n'y a pas de raison en particulier. Si le Royaume-Uni est sorti de l'Europe, ce n'est pas Londres. Ce n'est pas Manchester, ce n'est pas Oxford, ce n'est pas Cambridge. Non, c'est les petits territoires, les petites villes où le désespoir est arrivé et tous les gens ils se sont dit mon mal-être, c'est l'Europe. Voilà. Et donc ils sont votés, ils sont sortis de l'Europe. Aujourd'hui, pratiquement tous les gens les regrettent. Mais c'est une situation qui s'est produite par ce que j'appelle les malentendus historiques du XXIe siècle qui opposent la ville et le territoire. Je ne sais pas comment on traduit ça, mais j'ai écrit un texte qui s'appelle « Ville et campagne, je t'aime, moi non plus ». Je vous laisse traduire ça parce que je ne sais pas le faire, mais c'était la chanson de Serge Gainsbourg. J'ai peur qu'on n'a pas le temps de questions de la part du public, mais s'il y a des questions, on a encore 5 minutes. Seulement une très petite réflexion sur le fait que ce que toi, en fait, alors, on a des outils
des outils de transformation de la ville qui sont vieux et obsolètes, comme les villes mêmes. C'est-à-dire, on a besoin des règles pour avoir une ville adaptive aux fonctions qui changent. Il faut avoir aussi des règles de transformation qui soient flexibles, adaptives et précaires. La précarité, c'est très difficile parce que la ville contemporaine a consolidé les fonctions. La zonisation. Richard Sennett parle de la nécessité de revoir la porosité des villes, parce que la ville ancienne était porose. On avait et la ville contemporaine, c'est une ville rigide, qui a des confins, qui a des murs entre les fonctions. Et alors, pour transformer la ville et la ville du quart d'heure, je pense, et je crois que tu es d'accord, il faut aussi changer les règles de transformation de la ville. Et, dans certains sens, avoir l'idée qu'il y a des fonctions qui peuvent changer dans le temps. C'est-à-dire, la fonction n'est pas pour toujours, est une fonction qui change, parce que si l'adaptation est exactement, la métabolisation est exactement en circuit continuellement vivant. J'espère, Hilda, que tu reviendras ici, donner encore plus de conférences que Hilda résume de manière assez brillante et l'essence qu'elle est en train de dire. Ce que tu appelles la porosité de la ville. On est vraiment au cœur de ce que nous voulons faire. Et les changements des règles, c'est au cœur. Et tu as 1000 fois raison. C'est les grands problèmes qu'il y a aujourd'hui avec les lobbies de l'automobile qui n'ont toujours pas compris que les règles doivent changer parce qu'on ne peut plus continuer à se déplacer en 2021 avec les changements climatiques et tout ce qui nous tombe dessus, comme on s'est déplacé en 1960 et 1970 quand cette situation n'était pas aussi évidente. Et c'est vrai aussi pour les maladies qu'il y a aujourd'hui au niveau santé par rapport non seulement au Covid, la grippe aviaire H5N1. Probablement sera la prochaine pandémie. Vous lisez les rapports de l'Organisation mondiale de la santé de la semaine dernière. On a malheureusement déjà les premiers cas de contact de ce qu'on appelle la grippe aviaire entre les animaux et les hommes, ce qui ne s'est jamais produit. Aujourd'hui, voilà. Donc, forcément, il faut que ces règles changent, il faut que nos habitudes changent. Le plus difficile à changer chez les urbains, c'est nos comportements. Parce que nous sommes des animaux dont notre intelligence s'est réduite de plus en plus dans l'essence de Darwin, puisque tu l'as dit il y a un instant, notre capacité d'adaptation est en train de diminuer parce qu'on se considère les rois de la nature et donc on est immuable. On a toujours eu des voitures, on a toujours eu des énergies fossiles, on a toujours eu des grands bâtiments pour aller travailler. Et les rêves de tout le monde, c'est avoir la maison individuelle avec sa piscine, son barbecue et son chien. Et finalement, ce sont des choses qui n'ont plus de raison d'être aujourd'hui, qu'il faut mettre en question. Donc la porosité de la ville aujourd'hui, elle est une obligation, mais il faut que nos mentalités se mettent en lien avec ces changements, et c'est aujourd'hui notre plus grand défi. Et c'est pour ça que les fonctions sociales, elles changent également. La médecine, on peut la pratiquer à l'heure de la technologie et de l'intelligence artificielle générative de manière très différente que la médecine qu'on pratiquait il y a 50 ans, puisque la technologie, nous sommes ici à la Polytechnique de Torino, j'ai discuté avec Juan Carlos tout à l'heure quand elle me présentait, effectivement, donc la médecine change en profondeur. Donc le rôle des médecins, il va changer aussi. Et parce qu'on a de nouveaux outils, comme tu l'as parfaitement dit. Et ces nouveaux outils, ça fait partie de la vie de tous les jours. Et ça s'applique par rapport à tous les espaces, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics, et qu'ils soient à l'extérieur, qu'ils soient à l'intérieur. Et ça demande beaucoup de créativité. Et je finirai par là. C'est un appel à la créativité. Je disais, donc, les Grecs avaient 3 temps, les chronos, les temps calendriers, les kairos, les temps de la créativité, et l'aion, les temps de lien avec les cosmos. Malheureusement, aujourd'hui, on ne vit qu'avec les chronos.
Donc il est temps de retrouver les kairos de la créativité et la ion de la cosmogonie. Voilà, on est à la Politecnica de Torino. Cette biennale s'appelle Technologia et Humanita. Et donc je pense qu'il est le temps de l'Humanita qui, par rapport à ces outils-là, nous offrira cette capacité à que la porosité ne soit pas uniquement dans la ville, mais surtout dans nos cerveaux. Purtroppo il nostro tempo è finito e sono molto dispiaciuta di questo. Malheureusement, on n'a plus de temps, mais je tiens à remercier chaleureusement Carlos Moreno qui nous a donné vraiment envie de lire ses livres, son livre en particulier. Je vous conseille vivement de le lire. On pourra se retrouver quelque part pour en discuter. Je tiens encore à signaler, je le dis en italien, qu'ici on est habitué à prendre vraiment au sérieux les suggestions des intellectuels. Il y a là une association de femmes, les femmes pour la société civile, qui, après la pandémie, en partant de cette suggestion de la ville du quart d'heure, dans un quartier de Turin, San Salvario, ont interviewé les femmes pour comprendre quels étaient les services essentiels que l'on voulait trouver dans la ville du quart d'heure. C'est intéressant car il y a là une vision au féminin. Question de genre, perché la gestion de la vie par les femmes è differente. Comunque, grazie tantissimo. Un grand merci à vous tous pour votre participation et à la prochaine fois.